Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire, c'est Franck Rubanovic, le président fondateur du CLE, le club des grandes entreprises consommatrices d'énergie, qui sera l'invité du grand entretien tout à l'heure. 26 minutes pour comprendre notamment ce qui change ce 1er janvier avec la fin de l'Arenh, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. Mais d'abord, je reçois Wendy Coulfoulon, qui est la directrice RSE et juridique de Verallia, un leader européen des emballages en verre, qui veut réimaginer le verre pour construire un avenir durable. C'est leur raison d'être. Dans notre débat, on va mesurer l'impact du dérèglement climatique sur la santé humaine. Il y a la pollution de l'air, à l'origine de 40 000 décès chaque année en France, mais aussi les effets des villes sur la santé mentale des habitants. Et puis, dans notre rubrique Start-up et Innovation, vous découvrirez Edonia et ses steaks à base de micro-algues. Voilà pour les titres, c'est l'heure de Smart Impact. L'invité de ce Smart Impact, c'est Wendy Coulfoulon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Vous êtes la directrice RSE et juridique de Verallia, qui est un leader européen des emballages en verre alimentaire, qui existe depuis combien de temps? Présentez-nous Verallia. Alors Verallia, c'est une très vieille société. Donc la première usine date de Voro en 1875, je pense. Donc Verallia, c'est une société cotée du SBF 120. Donc comme vous dites, c'est le premier leader européen des pots et bouteilles en verre et le 3e mondial. Donc c'est en tout dans 12 pays, donc principalement en Europe et en Amérique latine, 35 fours, 11 000 salariés, 3,5 milliards de chiffre d'affaires. Verallia, ça vous accompagne du petit déjeuner au dîner, avec le pot de confiture jusqu'à la bouteille de champagne. Oui, effectivement. Et avec effectivement cet enjeu de ces fours qui sont évidemment très consommateurs d'énergie. Déjà, je voudrais qu'on parle de vos objectifs et du point de départ. Il faut toujours mesurer son impact. Comment vous mesurez l'impact environnemental de votre production de verre? Alors là aussi, on est sur une chaîne de valeur. On est sur une chaîne de valeur. Donc, comme vous dites, déjà, c'est un four. Donc, un four, il faut imaginer une grande piscine dans laquelle vous avez de la lave en fusion et donc qui est du verre. Donc, un four, c'est chauffé à 1500 degrés. Donc, dès 2019, Verallia a donc calculé tout son impact d'émissions de CO2 du haut, donc de ses fournisseurs de matières premières jusqu'au bas, jusqu'à ses clients. Et à partir de 2019 et surtout à partir de 2021, Verallia a mis en place une feuille de décarbonation extrêmement robuste en mettant en place des actions pour justement diminuer tout d'abord son scope 1 et son scope 2 sur lequel on a une maîtrise, donc qui sont les émissions directes, et ensuite plus tard pour avoir des actions aussi sur son scope 3. Et donc à partir de 2021, on a mis en place ces actions et donc cette année, on a rendu cette feuille encore plus robuste pour entrer donc dans une trajectoire net zéro en 2040. Et donc peut-être que je peux vous donner quelques actions sur lesquelles on s'appuie. On va rentrer dans le détail, mais quand on définit sa trajectoire, il y a ce souci de prendre la bonne direction. Tout à fait. Et donc, j'ai vu que votre trajectoire, elle est validée par la science, SBTi. Oui. Ça, c'était un présupposé. Vous vous avez dit, il faut qu'on valide notre trajectoire par la science. Alors, on considérait justement Parce que c'est un degré d'exigence souvent supplémentaire. Tout à fait. C'est un degré d'exigence supplémentaire et on considérait que c'était important justement de valider cette trajectoire pour la science pour montrer à quel point elle était robuste et qu'elle se tenait vraiment sur des actions concrètes. Et donc, c'est tout ce projet aussi de SBTi qui vérifie que ces actions sont bien concrètes et qu'on fait ce qu'on dit. Alors, donc, on va regarder dans le détail. Notamment, il y a un four à oxycombustion au Brésil. Déjà, de quoi on parle? Alors, un four à oxycombustion, donc déjà, c'est une procédure c'est un four de transition. Donc, on a plusieurs fours. Donc, tout d'abord, on a un four traditionnel. Donc, un four traditionnel, c'est principalement du gaz et l'électricité. Ensuite, on a mis en place des fours à oxycombustion. Donc, on injecte de l'oxygène qui permet, en injectant de l'oxygène, de diminuer nos émissions de CO2 de 10%. Et ensuite, on a d'autres technologies qui sont beaucoup plus poussées, qui sont le four hybride, où là, justement, on va changer le gaz en électricité. Donc, on va passer plutôt à 70% d'électricité, 30% de gaz, pour aller jusqu'à un four 100% électrique. Et donc, on développe ces différentes technologies. Donc, on a ouvert un four à oxycombustion au Brésil, à Campobonne. On en a ouvert un deuxième en Italie, à Pescia. On a ouvert un premier four électrique. Donc, c'est le premier four électrique alimentaire
à Cognac. 100% électrique, celui-là. 100% électrique pour le coup. Et on a ouvert également un four hybride, donc qui ira jusqu'à 70% d'électricité, 30% de gaz à Saragosse en Espagne. Ça représente quel montant d'investissement ? Alors par exemple, sur le four de Cognac, c'était environ 50 millions d'investissements, mais qui nous permet d'économiser jusqu'à 60% d'émissions de CO2. D'accord. Donc c'est à la fois... Alors il y a cet objectif environnemental, Oui. mais il y a une question de rentabilité qui Alors, rentre en ligne de compte. Il faut savoir qu'un four, ça a une durée de vie. Ouais. Donc ça a une durée de vie environ de 12 ans. Donc on ne fait ces changements de technologie qu'à la fin d'une durée de vie de four. Ouais. Donc ça permet aussi, entre guillemets, de ne pas casser un four existant, mais d'attendre que le four soit en fin de vie. Et à chaque four, on se pose la question, quelle sera la meilleure technologie justement pour suivre notre feuille de route de décarbonation. Donc on attend la fin de durée de vie. Et c'est pour ça que dans cette feuille de route qui va jusqu'en 2040, elle prend en compte la totalité de la durée de vie de nos fours. Ouais. Avec des technologies qui évoluent en permanence. C'est-à-dire le four à oxycombustion, moi je connais pas le secteur. C'est une technologie qui existe depuis longtemps, c'est une nouvelle technologie. C'est donc comme je dis, c'est quand même une technologie de transition. Donc c'est celle qui va nous permettre d'atteindre justement des technologies plus poussées. Non, c'est pas une technologie qui existe. En tout cas chez nous, c'était les premiers fours qu'on a fait avec ces combustions. Et de la même façon, le four 100% électrique, c'est la première fois qu'on fait un four aussi grand en verre alimentaire 100% électrique. Et de la même façon, les fours hybrides, c'est des nouvelles technologies. C'est pour ça aussi qu'on est en train de les tester. Donc on a lancé ce premier four à Cognac et ce four à Saragosse. Et ensuite, on va en ouvrir un en France à Saint-Romain-du-Puy. On est en train de les tester pour ensuite les déployer sur tous nos autres fours pour atteindre justement cette feuille de route. Alors, il y a les fours, faire en sorte qu'ils soient de moins en moins consommateurs d'énergie, et puis il y a la capacité d'utiliser du verre recyclé. On l'appelle le calcin, c'est ça ? Tout à fait. Donc le calcin, c'est quoi ? C'est vos bouteilles que vous mettez dans les containers verts, qui ensuite est mis en débris et donc est remis dans un four. Donc il faut savoir que Verallia a elle-même 19 centres de traitement de calcin dans le monde. Et donc nous, on produit du calcin et on met aujourd'hui jusqu'à 56,4% de calcin dans nos fours. Le calcin, c'est la première matière première. C'était l'objectif que vous étiez donné pour cette année 2025. Exactement. C'est 2024, 56,4 et 2025, on n'a pas encore les chiffres. Et on se donne un objectif pour que jusqu'en 2030, toute l'année jusqu'en 2030, on soit autour de 60% de calcin dans nos fours. Ça suppose là aussi d'adapter les fours ? Ou pas forcément ? Non, pas forcément. Ça ne suppose pas d'adapter les fours. Après, il faut savoir que suivant la couleur du verre, donc si vous avez un verre blanc ou un verre vert, vous n'allez pas pouvoir mettre la même quantité de calcin dans le four. Par exemple, sur un verre vert, vous pouvez mettre jusqu'à 80% de calcin, ce qui n'est pas le cas pour un verre blanc. Quelles innovations supplémentaires, justement, il faudrait pour aller encore plus loin dans l'utilisation de verre recyclé ? Alors, on travaille bien évidemment dans nos centres de traitement à avoir une meilleure qualité de calcin. Donc, c'est aussi avec des caméras qui vont pouvoir voir exactement qu'est-ce qui est le verre et qu'est-ce qui sont d'autres matériaux qu'il va falloir enlever. Donc, pour arriver jusqu'à 95% de qualité de calcin qui sort de nos centres de traitement. Donc tout ça, on travaille dessus pour nous permettre d'avoir de plus en plus de calcin. Ensuite, bien évidemment, ce qui est important, c'est la collecte. Donc c'est pousser les gens à apporter maximum de leurs bouteilles dans les containers pour augmenter la collecte. Aujourd'hui, en France, on est aux alentours de 80% de collecte de verre consommé. C'est un des produits les mieux recyclés. C'est un des produits les mieux recyclés, mais on aimerait arriver en 2030 à 90% de collecte de verre recyclé. Ouais. Grâce à quoi ? C'est de la campagne de consommation ? Exactement, c'est de la campagne d'information, c'est dire aux gens ne jetez pas votre bouteille dans la poubelle normale, c'est mettre le maximum de points de collecte dans les villes pour permettre aux gens d'apporter leurs bouteilles, donc c'est poussé au maximum. Vous voyez vraiment le lien, pardon de vous interrompre, le lien avec les infrastructures, entre guillemets, c'est-à-dire avec les points de collecte, plus il y a de points de collecte, plus il y a de collecte ? C'est aussi mécanique que ça, C'est assez mécanique. On est dans des pays où justement la collecte n'est pas aussi développée qu'elle peut l'être en Europe, donc par exemple en Amérique latine. Et donc on voit que là, pour le coup, notre collecte est beaucoup plus faible qu'elle ne peut l'être en Europe. Donc oui, il y a un vrai lien entre la facilité d'apporter dans le point de collecte et le verre qu'on peut remettre, le verre recyclé qu'on peut remettre dans nos fours. Alors, il y a aussi le développement de la consigne, qui est une bonne nouvelle, mais alors, j'imagine que c'est une forme de concurrence pour vous. Alors, on ne considère pas du tout que la consigne est une forme de concurrence. Verallia a toujours considéré que la consigne nous permettrait de remettre du verre dans des produits sur lesquels on n'est plus. Il faut savoir quand même que le verre, c'est magique. Donc le verre, c'est déjà, comme vous le disiez, c'est 100% recyclable indéfiniment. Une bouteille pourra refaire une bouteille indéfiniment. Et surtout, c'est le contenant qui permet aucun transfert entre le contenu
et le contenant. Donc, on espère bien qu'avec la consigne, on va pouvoir reprendre des parts de marché sur certains produits sur lesquels Verallia n'est plus, ou les verriers sont moins. Par exemple, les jus, le lait, on pourrait totalement retourner sur ces secteurs-là par la consigne. Et donc, Verallia a toujours cru à la consigne. Donc, d'ailleurs, on a organisé en 2022 un Reuse Lab qui a permis de mettre tous les intervenants qui travaillent sur la consigne autour d'une table. Donc le premier en France, on en a fait ensuite en Italie et au Brésil. Et on a également pris une participation dans une société qui s'appelle Bout à Bout, qui fait du nettoyage de contenants en verre, justement pour relancer la consigne. Et on travaille aussi avec Citeo sur leur programme Aircure pour mettre en place des bouteilles plus standards pour relancer la consigne. Donc non, on est très confiant que la consigne pourrait permettre au verre de retourner sur certains segments sur lesquels le verre est moins présent. Ouais, alors on a beaucoup parlé des scopes 1 et 2. Quel levier vous devez activer pour embarquer votre chaîne de valeur, donc le scope 3? Alors on travaille bien évidemment sur le scope 3 avec notre chaîne de valeur, que ça soit amont ou aval, et donc on travaille principalement avec nos fournisseurs de matières premières, car on a des matières premières qui peuvent être assez carbonées, donc on travaille avec eux là-dessus, et on travaille aussi sur le transport, donc on travaille sur ces différents piliers, sachant quand même que chez Verallia, les scopes 1 et 2 représentent beaucoup plus que le scope 3, mais on travaille avec notre chaîne de valeur là-dessus. C'est un outil, entre guillemets, de communication pour le groupe, ces résultats en matière RSE, tout simplement? C'est totalement un outil de communication. On fait vraiment ce qu'on dit. Tous nos employés sont engagés dans cette feuille de route RSE. Et on le voit à la fois, bien évidemment, dans les bureaux, où les gens qui connaissent le message, mais aussi dans les usines. Donc, dans les usines, ils sont conscients de ce qu'ils vont faire et de l'action qu'ils vont avoir va avoir un impact sur la feuille de route Quel que RSE. soit le pays, si vous êtes présent. Quel que soit le pays. Donc, par exemple, dans des pays d'Amérique latine, on va travailler plus sur de l'énergie décarbonée, donc décarbonée en France, et de l'énergie renouvelable dans les pays d'Amérique latine. Et les gens sont concernés et sont contents et sont fiers. C'est énormément de fierté au sein de Verallia d'avoir cette feuille de route extrêmement robuste. Merci beaucoup, Wendy Coulfoulon, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat, les liens entre dérèglement climatique et santé mentale. C'est le débat de ce Smart Impact. On fait le lien entre dérèglement climatique et santé mentale avec Simon Blaquière. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur et responsable réassurance, catastrophes naturelles et projets techniques chez Generali France. Baptiste Pignon, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, vous êtes psychiatre chez APHP Créteil et membre de l'Alliance fondamentale. Alors, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais 2025, c'était l'année grande cause santé mentale. Bon, avec les changements de gouvernement, on a eu un peu le sentiment qu'il ne s'était pas passé grand-chose, et donc elle est reconduite en 2026. On verra ce qui bouge. Je voudrais savoir, et je vais vous poser un peu la même question à l'un et à l'autre, je commence avec vous, Simon Blaquière, comment on fait le lien entre climat, pollution et santé mentale? Alors, nous, chez Generali, on a regardé 2024, c'est 1,5 million de bénéficiaires en tant que complémentaire santé. Et là-dessus, ça représente quasiment 1 milliard de dépenses de santé que, en tant que complémentaire, nous indemnisons. Et notre enjeu, justement, c'est de faire ces corrélations statistiques entre ces dépenses de santé et les données de pollution. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire pour chiffrer quel est l'impact pour un assureur santé. On est de l'ordre de 5% sur ce milliard d'euros de dépenses qu'on peut directement attribuer à des facteurs de pollution de l'air. Et ça, c'est l'enjeu qu'on est en train d'essayer de chiffrer. Parce qu'on connaît des chiffres sur le nombre de décès liés à la pollution atmosphérique, mais on ne va pas forcément penser à la santé mentale. Comment la pollution affecte notre santé mentale? Comment, on ne sait pas encore très bien. On est vraiment au stade d'hypothèse et on pourra en parler après pour dire comment il faut en fait de la recherche translationnelle, il faut des modèles animaux notamment, et on pourra en parler. La première question qu'on s'est posée, c'est en quoi et dans quelle proportion notre exposition à la pollution atmosphérique affecte notre santé mentale, c'est-à-dire provoque des troubles psychiatriques. On en est là. Et en effet, c'est en passant par le fait de faire des corrélations, c'est-à-dire est-ce que selon le niveau d'exposition à la pollution atmosphérique,
selon l'air que j'ai respiré depuis que je suis né, quel est mon niveau de risque de tel ou tel trouble psychiatrique, et après de partir de ces corrélations potentielles et de réfléchir sur une relation de causalité, puisque corrélation n'est pas causalité, et donc voilà, d'essayer de trouver des associations qui reflètent des relations de causalité. Avec un concept que moi j'avoue je ne connaissais pas, un mot en tout cas, l'urbanicité. C'est quoi l'urbanicité ? L'urbanicité, c'est un anglicisme, c'est le fait de naître et de grandir en ville. Et c'est de naître, de grandir ou de vivre en ville. Et c'est quelque chose qui est étudié en épidémiologie psychiatrique depuis une trentaine d'années. Beaucoup en Europe, également aux États-Unis, beaucoup dans les pays occidentaux, pas encore suffisamment dans les pays en voie de développement. Et donc, il y a une relation qui est montrée, qui est répliquée, c'est-à-dire il y a plusieurs études dans des pays différents, à des époques différentes, qui montrent que le fait de naître et de grandir en ville est associé au risque de certains troubles psychiatriques. Et les deux principaux troubles psychiatriques pour lesquels le niveau de preuve est élevé, c'est les troubles psychotiques, donc la schizophrénie majoritairement, et les troubles du spectre de l'autisme. D'accord. Avec un partenariat, Simon Blaquet, entre Generali et l'Institut Mondor de recherche biomédicale. En quoi il consiste ? Pourquoi vous l'avez signé, ce partenariat ? Oui, tout à fait. Dans le cadre du Ballon Generali, on a lancé un consortium scientifique et on a récemment intégré l'Institut de recherche biomédicale Henri Mondor. Alors pour nous, l'enjeu, comme je le disais précédemment, c'est de quantifier, de mener ces corrélations statistiques entre dépenses de santé et pollution de l'air. Mais ce qu'on souhaite faire, c'est aller plus loin. Notre enjeu, c'est de la prévention. Ce qu'on veut faire, c'est amener des solutions de prévention personnalisées à nos assurés. Et ce partenariat, il a tout son sens. Si je reprends les mots de Baptiste Pignon, l'enjeu, c'est nous, on fait de la corrélation, mais il faut qu'on aille vers la causalité. Quels sont les facteurs causaux entre pollution de l'air... Pour pouvoir agir sur ces facteurs. Pour pouvoir agir sur les conseils qu'on peut apporter à nos assurés. Notre enjeu, c'est d'apporter les conseils personnalisés à nos assurés. Il y a un pic de pollution, réduisez votre activité physique, par exemple. Et ça, c'est très important dans le cadre des... Évidemment, on pense aux maladies respiratoires liées à la pollution de l'air, mais les maladies mentales sont tout à fait importantes. Et donc, les travaux de Baptiste Pignon de l'IMRB vont nous permettre, quelque part, d'avoir ces causalités et ces conseils personnalisés, l'urbanicité, la pollution de l'air, comment est-ce qu'on peut jouer en tant qu'individu sur ces éléments-là pour réduire son risque. Avec cette alliance fondamentale, c'est quoi d'abord ? Alors la fondation fondamentale, c'est une fondation qui coordonne de la recherche, c'est-à-dire qui va rechercher des financements et qui va coordonner de la recherche au niveau réglementaire notamment, voilà, elle s'occupe de ça. Et alors, quel rôle joue-t-elle, va-t-elle jouer dans le cadre de ces recherches ? La Fondation recherche des fonds et nous aide à travailler. Et après, voilà, nous, on conduit notre recherche. Voilà, ils nous permettent de la conduire correctement. Je vais redonner ces chiffres, 40 000 décès par an qui sont liés à la pollution de l'air en France. Baptiste Pignon, ça, c'est un chiffre que je vois depuis longtemps. Il est acté, il est documenté scientifiquement, parce que bon, je me suis souvent posé la question, c'est un chiffre rond qui sonne. En épidémiologie, on fait des choix. C'est-à-dire qu'on va modéliser quelque chose, et pour modéliser, on s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses. Donc ce chiffre-là, la construction de ce chiffre, voilà, j'ai pas forcément tous les détails. Ce que je peux vous dire, c'est que toute étude épidémiologique, toute modélisation comme ça, s'appuie sur des hypothèses. Voilà, plus ou moins fortes, et qu'il peut y avoir des variations selon le niveau d'hypothèse qu'on choisit. Le Generali Climate Lab, c'est quoi, déjà, en quelques mots ? Et ensuite, à quel point il vous permet justement de travailler sur ces liens entre pollution de l'air et mortalité ? On a lancé le Generali Climate Lab il y a 10 ans, en 2015, et l'enjeu, c'est d'avoir une équipe pluridisciplinaire, d'expertise technique, pour comprendre les impacts de l'environnement, des catastrophes naturelles à la pollution de l'air sur toutes les lignes de business d'un assureur. L'assurance IARD, les dommages, classiquement, mais maintenant la santé, la prévoyance, comment est-ce que l'environnement, les facteurs environnementaux influent sur le métier de l'assureur. Donc notre enjeu en ce moment, c'est justement de combiner notre expertise statistique, nos données, pour comprendre ces corrélations, combiner ça à une approche scientifique. Et notre conviction, c'est que malheureusement, les facteurs de pollution de l'air combinés au réchauffement climatique vont avoir des incidences
importante sur la santé de nos assurés. C'est ça qu'on essaye de mesurer et d'agir via la prévention, via ce partenariat. Alors, je suis passé ce matin sur les quais de Seine devant ce ballon Generali qui n'était pas encore allumé, qui était nimbé de verre. C'était très joli d'ailleurs. C'est un outil justement de captation de l'air. C'est un outil statistique pour vous, au-delà de l'avantage touristique qu'il peut représenter. Alors, au-delà de l'avantage touristique, il y a 2 objectifs derrière ce ballon. D'une part, c'est une station de mesure. Il y a des capteurs qui sont sur le ballon qui permettent de faire un carottage de l'atmosphère, puisqu'il va du sol jusqu'à 150 mètres, voire 300 mètres. Et donc, ça permet aux chercheurs, notamment, on a des partenariats avec le CNRS qui permettent de faire des carottages de la qualité de l'air de 0 à 300 mètres, d'une part. Et deuxièmement, je le disais, c'est un consortium scientifique. On réunit différents laboratoires, le Copernicus, le CMWF, le CNRS et maintenant l'IMRB, autour de ce ballon-là pour essayer de faire avancer la recherche sur ces problématiques de qualité de l'air, sur ces problématiques de réchauffement climatique et comment est-ce qu'on fait avancer la science, quelque part. Baptiste Pignon, vous parliez de modèles animaux tout à l'heure. Alors, j'imagine bien de quoi il s'agit. Vous en êtes à cette phase-là, c'est-à-dire il faut commencer par essayer de créer ce lien de causalité. Alors, pour réfléchir à une relation de causalité, on réfléchit toujours à plusieurs niveaux. On parle de recherche translationnelle et les modèles animaux, en tout cas quand on parle de l'implication de facteurs biologiques comme la pollution atmosphérique, sont une étape indispensable. Et on a à l'IMRB une plateforme qui s'appelle la plateforme Polluris qui permet de modéliser de manière très précise. C'est-à-dire que c'est une chambre dans laquelle on choisit le niveau de pollution et dans lequel on peut faire vivre des animaux. Et après, il y a ce qu'on appelle des modèles psychiatriques chez les animaux, c'est-à-dire que selon le comportement, ça reproduit par exemple la dépression. Et là, il y a une étude qui va paraître prochainement où il a été montré que des souris gestantes exposées à des forts niveaux de pollution donnaient une progéniture qui avait certains indices de dépression quand on utilise le modèle de la dépression plus élevé que les autres. Donc, l'air que respire la mère pendant la grossesse va jouer sur le risque après et sur, en l'occurrence, la dépression. Est-ce qu'on peut savoir précisément sur quelle partie du cerveau la pollution va avoir un effet, ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt pour répondre à cette question? C'est tôt, on est au mécanisme plutôt. Les parties après, en fait, dans les troubles psychiatriques, il y a une grande complexité parce que en fait, toutes les parties du cerveau sont en lien les unes avec les autres. Parfois, il n'y a même pas de problèmes structuraux dans chacune de ces parties. C'est juste les relations entre ces parties qui sont problématiques. Donc, on n'en est pas du tout là. En tout cas, l'hypothèse, c'est que les particules fines, par exemple, qui sont un des principaux polluants, un des plus étudiés, provoquent une neuroinflammation. C'est-à-dire qu'ils arrivent dans le système nerveux central. Ils arrivent en passant la barrière hémato-encéphalique parce qu'ils provoquent déjà de l'inflammation au niveau de cette barrière. Ils passent cette barrière et ils se retrouvent donc dans le cerveau. Et toutes les cellules qui entourent les neurones, qu'on appelle la glie, vont être touchées par ces particules fines, vont provoquer de l'inflammation, ça va dégrader la santé neuronale et ça va faire le lit de maladies psychiatriques. C'est ça la principale hypothèse physiopathologique aujourd'hui. C'est un travail de combien d'années? Peut-être qu'il n'y a pas de limite. Non, il n'y a aucune limite, c'est jamais fini la recherche. Mais oui, c'est sûr que c'est plusieurs décennies. Après, c'est sûr que c'est plusieurs décennies et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et pourtant, vous financez ces travaux parce que peut-être vous en avez déjà un certain nombre de bénéfices, c'est-à-dire pour identifier justement ces conseils que vous pouvez donner à vos assurés. Qu'est-ce que vous en attendez? Encore une fois, ce qu'on attend, c'est le lien causal. Baptiste Pignon parlait des particules fines, les fameuses PM2.5. On voit, nous, statistiquement, l'impact sur nos dépenses de santé. Par contre, on a besoin de comprendre le facteur causal. Quelle est l'influence que ça a sur le cerveau, sur les personnes en gestation. Donc, ce qui est essentiel pour nous, c'est d'avoir ce lien, ces explications qui nous permettront d'apporter des conseils précis et personnalisés. C'est ça, quelque part, qu'on entend quelque part des activités de recherche, nous expliquer que dire à nos assurés. Dernière question, on est dans un temps compliqué où la science, les acquis de la science sont remis en question par certaines personnalités politiques, notamment en matière de lutte contre le réchauffement. Est-ce que alors c'est peut-être moins, vous êtes psychiatre, vous êtes peut-être moins concerné par ces remises en cause, mais est-ce que de temps en temps vous vous dites pas c'est pas possible de devoir recommencer à convaincre sur la réalité scientifique?
Si, c'est très dur. Le contexte est très dur. Il faut beaucoup batailler et c'est montrer qu'affirmer quelque chose de faux, c'est pas très coûteux et que après le démentir, ça prend des années. Ouais. Et donc, oui, c'est un environnement dégradé dont on doit tenir compte. Il faut aussi qu'on investisse ce champ de l'information santé. Voilà. Après, c'est aussi des choses qui ont toujours existé et voilà, avec lesquelles il faut faire avec. Ouais, qui sont juste portés par le président de la première puissance mondiale. Ça change un peu la donne. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Je vous dis à bientôt sur Be Smart for Change. On passe au grand entretien de l'émission. On va parler d'énergie. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque jour à une personnalité qui compte dans notre économie. Je reçois aujourd'hui Franck Roubanovic. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président fondateur du CLÉ, Comité de liaison des entreprises consommatrices d'énergie, créé en 2006, c'est ça? Ça fait 20 ans. C'est quoi le CLÉ? Le CLÉ, c'est une association qui regroupe des grandes entreprises qui ont comme caractéristique commune de consommer de l'énergie, en général beaucoup d'énergie, puisque ce sont des grandes entreprises. Au démarrage, on avait beaucoup d'entreprises du secteur tertiaire, des entreprises comme la SNCF, comme la grande distribution, comme voilà. Et puis, on s'est diversifié et on a aujourd'hui 80 entreprises avec une moitié d'industriels et puis une moitié dans le secteur tertiaire. On représente 13% de la consommation française. Ouais. Voilà. Le mot impact, je pose souvent cette question pour démarrer le grand entretien. Prêt pour l'impact, quel sens vous lui donnez et quel sens les entreprises que vous représentez lui donnent? L'impact, si je vais parler dans le thème de l'énergie, l'impact de l'énergie est absolument colossal, on le sait bien, puisque c'est ce qui fait tourner la machine. Donc sans énergie, il ne se passe pas grand-chose, on ne produit rien, on ne se déplace plus, enfin voilà, tout ça vous le savez très bien. Et l'impact que nous, on cherche à avoir, c'est essayer, d'une part, on a deux impacts qu'on cherche à avoir. Le premier, c'est essayer de convaincre les pouvoirs publics que l'énergie est indispensable pour nous, qu'on ne peut pas jouer avec et qu'on a besoin de visibilité. On y reviendra bien sûr. On va parler des tarifs et de la réglementation, bien sûr. Et le deuxième impact qu'on cherche à avoir, c'est un impact interne, parce qu'on essaie de faire grandir nos acheteurs, puisque ce sont des sujets... les marchés de l'énergie sont extrêmement complexes. Chaque année, on rajoute des couches de complexité. Et on a besoin d'être ensemble pour... comprendre comment ça marche, s'inspirer de ce qui se fait de mieux. Donc voilà, c'est un peu ça l'impact pour nous. Et puis il y a la question des enjeux de décarbonation, évidemment, qui sont liés dès qu'on parle d'énergie. Je crois que vous dirigez la société Aven Conseil, vous l'avez créée en 2015, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Ces enjeux, alors 2015, c'est les accords de Paris. Est-ce que ces enjeux-là, ils ont pris beaucoup plus de place ou est-ce que finalement ça reste un peu marginal? Non, c'est pas marginal du tout. Ça a vraiment pris beaucoup de place parce que toutes les entreprises ont leur propre trajectoire de décarbonation. Et donc, comme nous on parle d'énergie, la décarbonation, c'est principalement de passer d'une source d'énergie à une autre. Parce que donc de l'énergie fossile à une énergie ça, c'est passer moins du fuel, de l'essence, du gaz quand on peut, à l'électricité. C'est principalement ça pour nous, la décarbonation. C'est aussi l'efficacité énergétique. Bien sûr. Mais ça, vous imaginez bien que les industriels, ça fait longtemps qu'ils ont cherché à optimiser leur process. Donc c'est plutôt aujourd'hui changer leur façon de produire. Et puis, la décarbonation, c'est aussi le moment où vous produisez. On va revenir dessus, mais vous émettez pas autant de carbone selon l'heure à laquelle vous produisez. Oui, effectivement. Avec la question d'une décarbonation, du rythme de la décarbonation et de ce que ça représente en termes de coûts pour les grandes entreprises. Est-ce que c'est deux objectifs un peu contradictoires ou pas forcément? En partie oui, en partie non. Oui. Il pourrait ne pas l'être si on avait les bons signaux politiques, les bons signaux de prix. Il pourrait l'être moins. Par exemple, si on avait la possibilité d'avoir un prix stable de l'électricité et qui soit compétitif sur la durée, on serait plus incité à investir. Parce qu'évidemment, quand vous êtes une entreprise, un industriel qui chauffe ses process avec du gaz... c'est des machines qui coûtent très cher, qui mettent des années, parfois des décennies à être amorties. Et au moment où vous allez décider de passer sur un nouveau matériel, disons un matériel électrique, vous vous posez la question d'une part du coût initial du matériel. Donc là, l'État essaye d'aider un petit peu. Parfois, il y a des appels d'offres, il y a des choses qui aident à l'investissement initial. En revanche, ce qu'il n'y a pas, c'est la garantie de quel sera le prix de l'électricité dans les 20 ans qui vont venir, puisqu'il ne vous a pas échappé qu'on a eu une crise il n'y a pas très longtemps et que les prix ont littéralement flambé. Et tout le monde a ça en tête. Ça veut dire que quand un décideur se dit « bon, je vais électrifier »,
Oui, mais bon, ok, aujourd'hui, l'électricité n'est pas chère, mais enfin, en 2023, elle était absolument hors de prix. Qu'est-ce qui me garantit que Qu'en ça va pas 2032, recommencer? ça ne va pas recommencer. Ouais. Eh ben, en fait, rien du tout, et encore moins qu'avant, puisque à partir de 2026, il y a la fin d'un dispositif qui nous protégeait partiellement. Voilà. Ouais, on va en parler tout de suite. Je voudrais dire un mot, parce qu'il y a, on va beaucoup parler de réglementation, d'action gouvernementale. Il y a eu notamment le fait d'identifier, de cibler les 50 sites industriels les plus émetteurs. Oui. Pour agir sur ces sites. Un, est-ce que vous trouvez que la démarche était judicieuse? Et deux, comment ça se met en place? Non, la démarche est judicieuse, mais même pour ces sites-là, Oui. non, la démarche est judicieuse, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, il n'y a pas de souci, mais même pour ces sites-là, les grands électro-intensifs, puisque c'est de ceux-là dont on parle, ont également, et peut-être plus que tout le monde, besoin d'un prix d'électricité qui soit extrêmement compétitif, extrêmement stable, parce que eux, non seulement ils ont besoin d'avoir une électricité pas chère pour pouvoir amortir leur nouvel équipement, mais ils sont en plus en concurrence internationale permanente avec des zones du monde où on n'a pas inventé l'usine à gaz qui représente le marché de l'électricité, excusez-moi pour le mauvais jeu de mots, d'une part, et puis d'autre part, parfois il y a des moyens de production qui sont très abondants. Je pense au Canada avec l'hydroélectricité, par exemple, vous voyez, donc on est face à des zones... Donc c'était très bien de faire cette priorité, mais il ne faut pas oublier le signal prix, et puis il ne faut pas oublier tout le reste de l'industrie, parce que la décarbonation, ce n'est pas que les 50 premiers, c'est tout le reste. Évidemment. Avec donc ce changement qui est intervenu là au 1er janvier, avec l'Arenh, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, alors qui est remplacé par le VNU, versement nucléaire universel. Déjà, qu'est-ce qui change? Alors déjà, on passe d'un sigle incompréhensible à un autre. C'est ce que j'allais vous dire. C'est le point positif. Oui. Alors peut-être, je vais vous dire ce qui change. Alors déjà, l'Arenh, c'était quoi? Très vite. Allez-y, oui. Ça sera bientôt du passé, c'est encore du présent, donc j'en parle encore. L'Arenh a été beaucoup décriée sur les réseaux sociaux, etc. Il y a du vrai, il y a du faux. Ce qui était vrai, c'est que l'Arenh était un mécanisme artificiel par lequel EDF vendait à son concurrent de l'électricité qu'il ne produisait pas. Oui. Et que les concurrents, au final, n'avaient pas d'autre valeur ajoutée que de revendre quelque chose ils étaient passe-plat quelque part. D'accord. Donc, et puis, on attendait d'eux de l'innovation. Alors, je ne vais pas les blâmer plus que ça, parce qu'ils n'avaient pas forcément les moyens d'en apporter beaucoup, mais on n'a pas vu beaucoup d'innovation, c'est un euphémisme. Voilà. Par contre, ce qui n'est pas vrai, et ça, il faut le dire, c'est que les fournisseurs alternatifs ont fait passe-plat proprement, c'est-à-dire qu'ils ont transféré aux consommateurs l'avantage du prix de l'Arenh, son gardé une marge qui globalement était très raisonnable, à part quelques exceptions. Comme je suis consommateur, je suis pas là pour défendre les fournisseurs et je ne me prive pas de les attaquer quand c'est nécessaire. Mais là, je dois reconnaître que l'Arenh a plutôt été transférée de manière transparente, ce qui nous a permis, pendant 15 ans, d'avoir, selon les années, ça c'était un des petits défauts de l'Arenh, entre 60 et 70% de notre électricité à un prix compétitif et connu en avance. Et j'insiste sur la partie connue en avance. Bien sûr, c'est ce qu'on a bien compris, c'est avoir de la visibilité. Ça, c'était l'Arenh. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? Alors, on n'a pas un seul dispositif. Principalement, l'Arenh est remplacée par pas grand-chose, tout un tas de petits dispositifs qui sont un peu hétéroclites, si j'ose dire, parce que l'Arenh s'appliquait à tout le monde. Vous étiez particulier, vous étiez la plus grande entreprise de France, vous aviez droit à l'Arenh. Voilà, tout était simple. Et quand vous étiez investisseur, vous saviez que vous investissiez en France avec un prix garanti sur la durée. Aujourd'hui, si vous êtes une entreprise ou un particulier, vous allez avoir droit effectivement au versement nucléaire universel, le fameux VNU dont vous parliez. Qu'est-ce que c'est? C'est plutôt un parapluie en cas de grosse crise. Parce qu'en fait, tant que les prix de l'électricité sont pas chers, moyens ou assez chers, il ne se passe rien. Vous n'êtes pas protégé. Il faut atteindre 110 euros. Alors, je ne sais pas si ça parle à vos auditeurs, mais l'Arenh était à 42 euros du mégawattheure. C'est pour refixer les bases. Le coût de production aujourd'hui de l'électricité nucléaire, c'est la Commission de régulation de l'énergie qui l'a calculé, c'est pas moi qui l'invente, c'est 60 euros du mégawattheure. Et EDF sera taxé à partir de 78 euros, mais seulement à hauteur de la moitié de ses revenus. Et pour être taxé à hauteur de 90% de ses revenus, ça sera à partir de 110 euros, c'est-à-dire quasiment 2 fois le coût de production. Ça veut dire que quand vous êtes à 110 euros du mégawattheure,
vous avez un gros problème de compétitivité. Et ça n'est que là que commence à se déclencher. Donc en fait, c'est une protection très insuffisante. D'accord. C'est pas du tout de nature, moi je parle avec des gens qui veulent investir en France, c'est pas du tout de nature à rassurer les gens. Bon, vous l'avez dit ici, mais je vais vous citer, les prix sont actuellement abordables. Il n'y a aucune certitude à long terme, car les industriels n'ont pas d'aperçu des prix de l'électricité pour les 15 prochaines années. Comment on peut faire pour donner justement cette visibilité, cette garantie d'un prix sur le long terme? Alors, il y a une grande confusion des pouvoirs publics. Nous, aux clés, on n'est pas les seuls, ça fait longtemps qu'on leur dit qu'on a besoin de cette visibilité. Donc on leur dit, on a besoin d'un cadre qui donne un prix garanti, dans lequel les entreprises peuvent contractualiser pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 15 ans, selon leurs caractéristiques, parce que beaucoup d'industriels ne savent pas bien ce qu'elles vont faire dans 15 ans. Vous savez, aux clés, on a la société Insect, par exemple, qui était pleine d'avenir. Oui. Malheureusement, on en est très triste, ça ne s'est pas bien fini. Vous voyez, donc c'est compliqué pour l'industriel. Et ce qu'a prévu le gouvernement, qui est complètement à l'envers, en fait, c'est la possibilité pour nos entreprises de signer des contrats de 15 ans. Par exemple, on a des contrats qu'on appelle des PPA, PPA, et on a des contrats qu'on appelle des CAPN, contrats d'allocation de production nucléaire. Je ne sais pas si on a le temps d'expliquer rapidement. Allons-y. Alors, les CAPN, contrats d'allocation de production nucléaire, c'est un contrat qu'on signe avec EDF, qui vous permet d'accéder à l'électricité nucléaire à un prix proche des coûts de production, sauf que quand vous rentrez dans le détail, vous devez déjà avancer une très grosse somme d'argent. Et puis, le prix de l'électricité, il va dépendre de ce qui est produit chaque année. Donc, en fait, une année où il y a une crise comme en 2022, le prix de l'électricité va exploser et vous aurez une production plus faible. Et c'est des contrats très complexes. Donc, au final, quelques rares entreprises vont les signer parce qu'elles ont la visibilité, les juristes, le savoir-faire. Mais enfin, 99% ne vont pas pouvoir le faire. Et puis, le deuxième type de contrat, c'est les PPA. C'est des contrats par lesquels vous achetez, pour 15 ans aussi en général, de l'énergie renouvelable, solaire ou éolienne, à un prix fixe. On peut se dire, c'est sympa, et d'ailleurs c'est sympa, je ne dis pas le contraire. Le problème, c'est que vous achetez l'électricité à un prix fixe aux heures où la centrale produit, donc aux heures où il y a du soleil. On y revient à la question de l'horaire. Et quand il n'y a pas de soleil, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, c'est là que les prix sont très chers, puisque c'est là qu'il faut des centrales fossiles, etc. Donc finalement, vous vous garantissez un prix aux heures où de toute façon le marché aura été pas cher, et vous êtes totalement tributaire du marché aux heures où le marché est cher. Donc ce ne sont pas des solutions. Mais alors la solution, ce serait quoi? La solution, alors, il y a une solution que la Commission européenne a rendue possible par la réforme du marché en 2024, qui sont les contrats pour différence bilatéraux. Ça serait quoi? Ça veut dire vous fixez un prix, disons je ne sais pas si c'est bon, disons 65 €, disons le prix du nucléaire, plus une marge de 5 €. Voilà. Fixons ce prix-là pour être raisonnable. Quand le prix est supérieur à ce prix-là, EDF rétrocède via une tierce partie l'excès de revenus aux consommateurs. En revanche, quand le prix est plus bas, ce sont les consommateurs qui rétrocèdent le revenu à EDF. Ce qui veut dire que EDF est certain, et ça c'est très important, c'est un dispositif bilatéral où EDF est certain d'avoir un revenu sur la durée, donc il peut emprunter moins cher. Et donc au final, le coût du nucléaire est moins cher parce que vous savez que la moitié du coût du nucléaire, c'est le coût de l'argent. Et puis, quand les prix sont très chers, les consommateurs sont protégés. Donc ça serait possible, ça a été envisagé, ça n'a pas été retenu parce que la France a eu peur que la Commission européenne impose un découpage d'EDF, enfin des conditions qui ne seraient pas acceptables, et plutôt qu'aller au combat, qui aurait tout à fait pu être l'objet d'un compromis avec Bruxelles, ils ont préféré choisir une mauvaise solution. Bon, il y a quand même beaucoup d'entreprises, on a commencé à l'évoquer, qui sont dans cette recherche d'une énergie décarbonée. Oui, bien sûr. C'est un avantage pour la France qui a une production d'énergie et d'électricité nucléaire importante. Absolument. Et pour autant, on a le sentiment à vous écouter que les entreprises françaises, elles sont plutôt désavantagées par rapport à leurs concurrentes européennes. Est-ce que c'est vrai ? Alors, en fait, tout dépend si vous regardez... Non, elles ne sont pas désavantagées par la concurrente européenne. Parce que la problématique dont je vous parle, c'est une problématique européenne. D'accord. Elles sont surtout désavantagées par rapport à ce qui se passe dans d'autres parties du monde, au Canada, en Chine, dans beaucoup d'États des États-Unis, etc. À part l'Espagne, les autres pays européens ne sont pas dans une meilleure situation, plutôt dans une pire situation que la France. D'accord. Mais le problème, c'est que nous, nos concurrents, ils ne sont pas juste à côté, ils sont dans le monde entier. Et donc, effectivement, à très court terme, les prix de l'électricité sont pas chers du tout. Ça fait quelques mois que c'est comme ça. Et donc, on en profite. Si vous voulez, nos résultats par rapport à l'énergie sont plutôt bons.
Mais on ne fait pas des investissements de 15 ans, encore une fois, sur un marché à 3 mois. Mais ça reste un avantage concurrentiel, l'énergie décarbonée à la française. Oui, pardon, j'ai pas répondu vraiment à votre question. Oui. Le fait que l'électricité soit décarbonée, elle est surtout décarbonée grâce au nucléaire, hein, Oui. évidemment, c'est évidemment un gros avantage. Faut-il encore, et ça c'est pas si simple, que les gens qui jugent du degré de décarbonation considèrent le nucléaire comme une énergie acceptable. Et vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup d'entreprises clientes, Oui. qui n'ont pas encore franchi ce pas. Enfin, pour nous, c'est une évidence que le nucléaire est absolument acceptable au même titre que les renouvelables. Mais c'est pas intuitif pour beaucoup de gens. Si vous regardez nos voisins allemands, c'est pas encore monté au cerveau, si je puis me permettre. Oui, parce que le poids idéologique des Grünen, des Verts allemands, est encore important sur la vie politique là-bas. Mais est-ce que ça veut dire que potentiellement, il y a des grands industriels qui pourraient venir s'installer en France, recherchant cette énergie décarbonée, et qui ne le font pas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas cette visibilité dont vous parliez sur le prix? Alors moi, je suis persuadé qu'on a tous les atouts pour offrir un prix stable et compétitif, puisqu'on a un parc nucléaire. Alors, il va falloir le renouveler, ça va coûter plus cher. On a vu que la facture était plus importante que voilà. prévu. Maintenant, si ça s'amortit sur 60 ans, voilà, ça dépend beaucoup du prix de l'argent aussi. Hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que... Et donc, je pense qu'il y a un potentiel. Il suffit d'un peu de volonté des pouvoirs publics pour mettre en place des règles du type contrat pour différence ou autre. Hein. Il y a d'autres mécanismes. Il y a des mécanismes d'acheteur unique, par exemple, qui existent au Canada. Donc on a le potentiel, il faut juste un peu de volonté politique. Si on parle de flexibilité, la flexibilité électrique, c'est quoi déjà? Alors la flexibilité électrique, c'est super important. Ça l'est encore plus qu'avant. C'est qu'aujourd'hui, comme on a de plus en plus d'énergie renouvelable, et c'est très bien, on a une électricité qui est produite quand il y a du vent, quand il y a du soleil. Ouais. Et puis le reste du temps, c'est le nucléaire qui pallie, et marginalement le gaz. Et comme les prix d'électricité et l'abondance d'électricité font qu'on a plutôt intérêt à consommer davantage aux heures solaires, puisque, un, on paye moins cher, deux, il y a beaucoup d'offres, et trois, l'électricité n'est pas facile à stocker. Donc il faut que nous, entreprises, et ça c'est aussi notre rôle d'association d'encourager tout ça, on essaye de décaler quand on peut nos consommations vers les heures solaires. Pour ça, il faut qu'on ait les bons signaux de prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos fournisseurs, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais nous proposent des grilles horaires dans lesquelles le prix est le même de 6h à 22h. C'est-à-dire aux heures de pointe et aux heures les plus creuses de la journée. Ça n'a pas de sens. Donc on a démarré une démarche aux clés, on a appelé tous les fournisseurs, qui sont d'ailleurs plutôt intéressés, plutôt partants, pour qu'ils changent ces grilles horaires. On doit aussi modifier les produits sur la bourse, etc. C'est un travail de longue haleine, mais ça vaut pour les consommateurs, citoyens et les heures creuses. C'est pareil, inverser la logique des heures creuses. C'est la même logique. C'est pareil, mais sauf que ce soit vraiment avantageux, de consommer plus quand les centrales photovoltaïques tournent à plein, quoi. C'est ça. Et à domicile, moi j'ai un contrat heure pleine heure creuse, mais mes heures creuses aujourd'hui, c'est toute la journée. Enfin, mes heures pleines, c'est toute la journée. Mes heures creuses, c'est toute la nuit. Ça va changer. Enedis est en train de changer, mais tout ça prend du temps. Et piloter sa consommation pour la réduire, est-ce que c'est si simple? Non, alors ça dépend. Ça dépend. Alors, la réduire et la décaler, c'est pas du tout pareil. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc moi, je parle plutôt de décaler la consommation, parce que réduire quand vous êtes industriel, c'est plutôt produire moins, ce qui n'est pas vraiment le but. Non, c'est pas simple, parce que ça veut dire que vous devez modifier. Alors, il y en a qui peuvent pas. Quand vous produisez, par exemple... quelque chose qui tourne H24, vous avez du papier par exemple, vous voyez, ça tourne tout le temps, ça va être compliqué de décaler votre consommation. Quand vous avez des process où vous chauffez, vous arrêtez de chauffer, vous chauffez, vous arrêtez de chauffer, là c'est possible. Mais par contre, il faut que vous changiez les grilles horaires de votre personnel, donc c'est long, ça se met en place, et pareil, dans le secteur tertiaire, vous pouvez prendre des bonnes habitudes, allumer votre chauffage aux heures creuses, laisser l'inertie. Il y a beaucoup de choses à faire. Et quand il y aura le bon signal prix, je pense qu'on va pouvoir avancer partiellement, en tout cas. Oui, parce que ce que vous décrivez, c'est quand même des transformations assez structurantes, quoi, pour les entreprises. Donc, si elles font ces transformations, si elles les engagent, il faut qu'elles aient la garantie que les prix on en revient à la stabilité des prix, etc. Alors là, c'est quand même différent. Là, je suis moins pessimiste. Enfin, j'étais pas pessimiste, mais en tout cas, je suis optimiste, là, c'est pour le coup, parce que
Ce qui est sûr, c'est que le soleil, il va pas changer d'horaire pour briller. Vous voyez ce que je veux dire? Donc globalement, prendre des habitudes de Non, consommer... c'est sur les prix qu'on vous garantit. Non, mais globalement, si vous voulez, sur les marchés, on sait que dans les années qui viendront, il y aura de plus en plus de panneaux solaires en Europe, et donc les prix vont plutôt baisser encore par rapport à aujourd'hui. Donc on est à peu près certain que dans les 10, 15 ans, 20 ans qui viennent, cette tendance sera toujours là. Donc on peut s'organiser dans la durée. Il y a des mécanismes, par exemple les mécanismes d'effacement. Alors là aussi, je veux bien qu'on commence par définir de quoi on parle et puis ensuite voir ce qu'on pourrait éventuellement améliorer. Le mécanisme d'effacement, c'est un mécanisme par lequel vous vous engagez. Typiquement, ça existe en hiver quand il fait très froid. Vous vous engagez à être capable de décaler vos consommations de pointe quand le gestionnaire de réseau RTE vous le demande. Donc, vous signez un contrat avec RTE via en général un agrégateur qui regroupe toutes les entreprises capables de s'effacer. Il dit voilà, moi je suis capable, n'importe quoi, 10 fois par an, de 8h à 15h, de décaler ma consommation, enfin de 8h à midi, je suis capable de la décaler de midi à 16h en partie. Je suis capable de décaler par exemple 3 mégawatts. En échange de quoi, je suis rémunéré, même si finalement je ne suis pas appelé. Donc j'ai une prime fixe. Et si je suis appelé, j'ai une rémunération supplémentaire, ce qu'on appelle la part variable. Donc ça, c'est assez intelligent comme système, ça marche plutôt bien. Mais le problème, toujours le même, c'est que la manière dont vous êtes rémunéré, c'est un marché. C'est-à-dire que d'une année à l'autre, le taux de rémunération va complètement changer. Ce qui veut dire que là aussi, quand vous devez mettre en place des process compliqués pour vous effacer, que c'est rentable l'année 1, mais pas du tout l'année 2, ben ça dissuade un peu. Donc là aussi, on demande un peu de stabilité sur le niveau de rémunération. Mais l'effacement est quelque chose d'assez intelligent. Ça dépend systématiquement des pouvoirs publics, d'une décision gouvernementale. Vous voulez dire le niveau du prix? Non, c'est un marché. Ce que vous décrivez, c'est-à-dire la capacité à avoir de la visibilité, à avoir un prix suffisamment stable, etc. Oui, bien sûr, c'est des décisions politiques, tout ça. Ouais. Bien sûr. Et donc, quand on est dans une période d'instabilité gouvernementale comme celle qu'on a vécue depuis 18 mois, il se passe pas grand-chose. On a quand même. Ça veut dire que vous n'aviez plus d'interlocuteurs, par exemple? On avait nos interlocuteurs, on va dire, techniques à la direction, à la DGEC, la direction énergie climat, la direction générale des entreprises, à la commission de régulation de l'énergie. Ces gens-là restent en place. Par contre, les cabinets ministériels, vous savez aussi bien que moi qu'ils ne restent pas très longtemps, donc ils ne vont pas s'engager sur des réflexions de long terme, ils gèrent le court terme. Par exemple, on attend... on attend encore la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, où il y a eu un décret... Elle a été censée sortir avant Noël. C'est quand même important de savoir quel est l'objectif de part de renouvelables, de nucléaire. Je ne vais pas rentrer dans ce débat, enfin je pourrais, mais ce n'est pas le sujet. Normalement, ça devrait... Alors ça, ce n'est pas que la faute du gouvernement, c'est que les députés n'arrivent absolument pas à se mettre d'accord. Et moi, je le regrette vraiment, parce que s'il y a un sujet dans lequel il devrait y avoir un compromis national, c'est bien l'énergie, parce que c'est des décisions à 60 ans. À 80 ans, même si on parle de nucléaire. Donc on sait bien qu'on aura 12 ou 20 ou 60 alternances dans cette durée-là. Donc je regrette vraiment que tout le monde reste dans ses positions. Mais fermes. À quel point ça vous freine? Alors nous, le fait de ne pas avoir une programmation pluriannuelle de l'énergie, ça ne nous freine pas à court terme. Par contre, ça ne nous donne pas de visibilité sur, si vous voulez... Selon la nature du parc qu'on va avoir, est-ce qu'on aura un parc très renouvelable, très nucléaire, etc. On manquera de visibilité sur la structure de prix qu'on aura à l'avenir. Pour nous, c'est important. Comment vous imaginez l'avenir du mix énergétique français? Parce qu'on a vu, là, il y a effectivement des projets de nouvelles centrales nucléaires qui vont... coûter beaucoup plus cher, mais vous nous dites que ça sera lissé sur la durée. On voit aussi qu'il y a une notion d'acceptabilité sur les renouvelables, notamment sur l'éolien. Alors, je comprends. Je vais vous donner ma vision. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas se dire que aujourd'hui, on constate qu'effectivement, l'électrification prend du retard. J'en suis pas surpris, puisque je vous dis, il y a beaucoup d'obstacles à s'électrifier. Mais certaines personnes disent, dans ce cas-là, c'est peut-être pas la peine de se presser à développer du nouveau nucléaire. Et ça, c'est une erreur monumentale, parce que vous investissez pour une centrale qui va voir le jour dans 15 ans, et qui va durer, si on l'espère, 60 ou 80 ans. Donc c'est évidemment pas la vision de court terme. Dans 15 ans, il y aura déjà eu une crise, une baisse de marché, une nouvelle crise. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut évidemment
compenser le nucléaire existant qui va petit à petit s'éteindre, même si c'est dans 30 ou 40 ans, par du nouveau nucléaire. Donc là, il est impératif pour nous de développer déjà 6, puis 8 de plus, et probablement encore davantage centrales nucléaires. Concernant les renouvelables, je pense qu'il faut également poursuivre à une vitesse raisonnable, parce que quand vous avez trop de renouvelables, vous commencez à avoir un nucléaire qui module trop, et qui du coup s'use davantage, en tout cas le rapport que EDF doit produire le dira, mais surtout qui coûte plus cher, puisque vous avez des prix fixes qui s'amortissent sur moins de consommation. Donc il y a un juste équilibre à trouver. Pour autant, le renouvelable reste une option sûre, parce que quand le nucléaire, et on a vu que ça pouvait arriver à des difficultés, des fissures et autres, c'est bien de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier. Donc nous, on est absolument favorable à un développement harmonieux de ces différents types de production. Dernière question sur les infrastructures. Est-ce qu'elles sont adaptées à une électrification massive de nos usages? Alors, elles vont l'être, parce que vous avez vu que RTE et Enedis ont un très ambitieux programme de développement de leur réseau, qui va d'ailleurs nous coûter cher. Mais ça, c'est des dépenses qu'on accepte bien volontiers, parce que c'est pour le bien collectif, il n'y a pas de souci, ce qu'on appelle le TURP va augmenter. Donc oui, c'est conçu évidemment pour pouvoir s'adapter à ce nouveau parc. Mais là aussi, faut-il encore connaître ce qui va se préparer pour que RTE et Enedis puissent commencer à sortir les pelles, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup, Franck Roubanovic, et à bientôt. Merci à vous. Sur Be Smart for Change. C'est l'heure de notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, et j'accueille Hugo Valentin. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le patron d'Edonia, vous l'avez créé en mars 2023 avec Pierre Mignon et Nicolas Irlinger et avec l'école AgroParisTech. C'était quoi l'idée de départ? L'idée de départ, c'est de valoriser une matière incroyable que sont les microalgues, une matière durable et très nutritive. On trouve que son potentiel est sous-exploité en alimentation humaine, compte tenu du fait que c'est une des matières les plus riches en nutriments sur notre planète et qu'on sait le cultiver avec un très faible impact environnemental. La spiruline, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, est plutôt consommée en complément alimentaire. Et nous, on trouvait ça dommage que ce soit cantonné à cet usage et qu'on n'ait pas des usages alimentaires, à savoir les placer au cœur de notre assiette et qu'on puisse vraiment s'alimenter avec. On a compris que le problème était un problème d'expérience gustative. La spiruline, on la connaît comme une poudre verte avec des goûts et des odeurs marqués. Et on s'est mis en tête de résoudre ce statu quo et d'en faire une matière vraiment désirable, appétante et facile à utiliser pour les industriels de l'alimentaire. Et c'est ce qu'on a fait grâce à notre technologie d'hédonisation. Alors, l'hédonisation, d'où votre nom, Edonia, c'est quoi l'hédonisation? L'hédonisation, c'est une technologie que nous avons développée avec les unités de recherche d'AgroParisTech, qui nous permet de transformer les microalgues en un ingrédient délicieux et pratique. Ça fait évoluer le goût, la texture et la couleur de la spiruline, par exemple, pour en faire un grain brun moelleux avec une très belle aromatique umami qui peut être utilisé pour remplacer de la viande hachée ou en tout cas venir au cœur de l'assiette. Et cette transformation nous permet d'être la première entreprise au monde à rendre vraiment les microalgues désirables et faciles à utiliser dans l'industrie. Et donc vos clients, ce sont plutôt des professionnels, c'est ça? Pour l'instant, vous ne proposez pas, moi je ne veux pas consommateur, aller au supermarché, trouver un produit Edonia? Vous les trouverez par l'intermédiaire de nos clients. En effet, nous on est 100% B2B, on est un vendeur d'ingrédients. Donc nos clients, deux catégories, les acteurs du food service, de la restauration collective par exemple, qui vont utiliser notre ingrédient dans les cuisines pour les servir à des convives, ou les agro-industriels qui vont plutôt opérer notre ingrédient sur leur ligne industrielle et en faire des plats préparés que vous pouvez, par exemple, retrouver ensuite dans les supermarchés. Alors, il y a d'autres alternatives aux protéines carnées. En quoi vous vous différenciez? Par deux points principalement. Le premier, c'est la naturalité. Aujourd'hui, on a beaucoup de retours terrain qui disent on en a marre un peu des fausses viandes. Il y a un Européen sur deux qui déclare éviter les viandes végétales parce qu'il les considère comme trop transformées. Grâce aux microalgues et à notre technologie d'édonisation, on arrive à un très haut niveau de naturalité. On est accrédité ingrédient simple. Ça veut dire que dans notre produit qui s'appelle Edo, vous trouvez de la spiruline et un peu d'huile de tournesol et c'est tout. Et de la spiruline entière, pas juste un fragment ou un extrait. Donc ça fait toute la différence, la naturalité. Et le deuxième, c'est les valeurs nutritionnelles. On le sait depuis longtemps, la spiruline est très très riche en protéines et ça nous permet, nous, de proposer à l'industrie et aux consommateurs un ingrédient qui est plus riche en nutriments que la viande, par exemple, ce qui est une promesse qui est très rare dans le végétal et qui vient couper la crainte d'être potentiellement sujet à des carences quand on végétalise notre alimentation
pas avec Edo, pas avec notre ingrédient. Ouais. Donc la naturalité et la performance nutritionnelle. Alors, ça ne vous concerne pas directement, ça concerne plutôt vos clients, mais est-ce qu'il y a de la pédagogie à faire auprès des consommateurs? Moi, ma première réaction, c'est de dire, j'ai pas envie de manger un steak au micro-algues, vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement d'habitudes, de siècles d'habitudes qu'il faut, d'une certaine façon, changer. Bien sûr. Alors, déjà, on s'appuie sur une forme de notoriété de la spiruline qui est connue pour ses qualités de santé. Donc, c'est déjà comme ça que perçoit le consommateur. Se dire, ah tiens, j'ai entendu dire que la spiruline est bonne pour la santé. Une idée qui se renforce aussi, c'est que les algues sont une matière durable et bonne pour l'environnement. Donc, on s'appuie aussi sur cette notoriété grandissante autour de ces sujets, des algues et de la transition protéique. Et puis ensuite, de la pédagogie, oui. Et nous, on accompagne notre client là-dedans pour expliquer ce qu'est ce produit. Et puis après, ce qui parle vraiment, ce qui finit de vous convaincre en général, c'est une dégustation et c'est le goût. Et au final, dans l'usage qu'en font nos clients, à savoir intégrer notre ingrédient dans une sauce tomate, par exemple, pour en faire une bolognaise végétale, il y a une forme d'évidence avec New Rest, une grande société de restauration collective, 3 milliards de chiffre d'affaires dans 53 pays. On s'est lancé en restauration scolaire. Donc vous doutez bien que les enfants n'ont pas les biais de perception de est-ce que c'est bon pour ma santé, est-ce que c'est bon pour la planète. C'est l'expérience. C'est le goût et l'expérience. Le fait qu'on se régale, qu'on se resserve, c'est finalement ça qui compte quand il s'agit d'alimentation. New Rest, ils opèrent aussi la SNCF. Je le vois sur mes factures quand je vais m'acheter un sandwich ou un croque-monsieur. On pourrait trouver vos produits dans des trains de la SNCF ou pas encore? New Rest est en effet un grand groupe de restauration collective qui déploie sur plein de thématiques du food service, la restauration scolaire, la restauration d'entreprise, le médico-social, et en effet aussi sur le ferroviaire et l'aviation. Donc aujourd'hui, on a fait un premier lancement cette année qui s'est extrêmement bien passé, qui a validé le fait que les chefs aiment travailler le produit, que leurs convives l'apprécient aussi. Et du coup, on a un gros plan de déploiement avec eux sur l'année 2026 qui va consister à étendre les usages de notre ingrédient dans leurs différents domaines d'activité. Donc en janvier, les chefs de New Rest vont être formés à l'usage du produit pour pouvoir le déployer dans tous ces segments-là. Merci beaucoup Hugo Valentin et bon vent à Edonia. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change et à bientôt.